bonjour à vous toutes, à vous tous. On est ravis de se retrouver dans ce rendez-vous mensuel de réflexion, de partage, d'essai de meilleure compréhension de ce qui se passe chez nous et autour de nous dans ces questions de développement durable qui sont vos préoccupations professionnelles et personnelles. Donc, avec Arnaud Herman qui est ici et nos deux experts qui nous font le plaisir, l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, nous allons lancer ce webinaire de février 2024 qui, vous le verrez, marque, mais c'est un débat qu'on va ouvrir, à mon avis, un cycle un peu différent. Il se passe des choses, des mouvements plus significatifs, plus forts en ce moment sur ces questions. Alors, je passerai la parole donc à deux experts euh, qui se complètent très bien et qui sont très différents. L'un est un acteur dans le monde institutionnel, éditorialiste aussi, homme de réflexion, Antoine Bueno, qui a commis pas mal de livres, dont un qui, vous l'avais signalé la dernière fois, du reste, qui est, je trouve, important parce que il met l'accent sur la réaction, la confrontation, disons-le, entre l'enjeu de démocratie et l'enjeu de sobriété, pour faire ça. Voilà. Et il va assez loin dans l'analyse sur ces sujets, avec beaucoup de questions, et plus que des réponses du reste, mais on est dans un défi. Est-ce qu'on va savoir affronter dans nos sociétés ces questions de durabilité d'une manière qui reste démocratique? Et puis, nous aurons le point de vue sur ce moment un peu critique, un peu tendu que j'expliquerai aujourd'hui, le point de vue de l'entrepreneur engagé, Pascal Chalvon, qui nous fait le plaisir de venir à partir de son expertise très ancrée, très reconnue aujourd'hui à la tête du développement durable du groupe Solvay, mais il nous expliquera le périmètre a un peu bougé. Ça s'appelle maintenant, enfin, pour partie, Sciences Co. Et donc, Pascal qui a fait beaucoup avancer les choses dans son groupe et au-delà, dans le secteur de la chimie et du développement durable, nous dira si les entreprises sont en tête, en marge, au milieu, dans le lot et qu'est-ce qui s'y passe, comment c'est perçu tout ça. Voilà. Merci à vous deux. Alors, je rappelle donc que nous essayons de faire non pas de la revue de presse, mais bien une analyse, une réflexion en profondeur sur ce qui doit retenir notre attention. Et si vous le voulez bien, je donne l'introduction. C'est le message, c'est que on est probablement à un moment de renversement aujourd'hui dans le rapport à la durabilité dans nos sociétés, dans le monde politique certainement, dans les opinions, oui, dans les entreprises, je ne sais pas. Et je m'interroge, et en tout cas, et chez pas mal d'experts, que la crise agricole et que les colères agricoles, partout en Europe, partout, mais qu'on avait vu venir déjà en Hollande, pas mal, en Pologne, que la crise agricole en France, en tout cas, a révélé de façon très, très forte et d'une certaine manière, étant moi-même assez proche du monde agricole depuis des années, je n'en suis pas étonné, je dirais. Je ne suis pas étonné puisque on a une machine qui s'est mise en place pour durabiliser notre agriculture sans prendre en compte les problématiques, c'est vraiment sérieusement en tout cas, les problématiques de revenus du monde agricole. Et donc là, on a une crise des ciseaux, comme on dit, entre la partie économique et la partie institutionnelle. Moi, acte 1, je développerai, j'ai le sentiment d'une panique dans le monde institutionnel sur toutes ces questions. Deux, un cycle de résistance qui remonte, qui s'organise fortement, euh, qui prend la norme comme bouc émissaire. Et pour autant, comme toujours, il y a quand même un travail qui se fait au fond. Il y a des acteurs qui continuent d'avancer et il y a des démarches qui méritent d'être signalées. Voilà. Donc, partant de là, je dirais que il y a eu vraiment dans ce mois passé énormément de points de vue, de positions qui ont été explicitées sur ces sujets. Alors,
la plus dure, comme d'habitude, c'est celle d'un éditorialiste bien connu, acteur important, Nicolas Bavrez, qui n'y va pas par quatre chemins et qui dit que la transition, dans un édito du Figaro, la transition écologique se résume à la désintégration de l'appareil de production et de la paupérisation et prépare l'arrivée de l'extrême droite. C'est dit, là, voilà, mais c'est un message très partagé ici et là. Jean-Marc Jancovici, qui est intervenu au Sénat, justement, Antoine, il y a quelques jours, dans cette audition, dit en fait qu'il n'y a aucune entreprise qui est en ligne avec l'objectif de l'accord de Paris. Bah. Et donc, on a bien des signaux politiques forts, beaucoup plus forts qu'avant, qui remontent. Et il faut s'attarder sur le rejet de la CS3D à Bruxelles. Bon. C'est très embêtant. On avait vu le retournement avec le texte Restore for Nature. Là, on sentait que le monde de l'entreprise n'en voulait pas. Le PPE l'a rejeté. Et j'y reviendrai un peu tout à l'heure sur d'autres textes qui reculent. C'est un signe, et je donnerai les positions aussi des organisations professionnelles sur cette affaire, qui le justifient. Le monde économique dit, écoutez, avec la CSRD, ça va, laissez-nous le temps de respirer. Voilà. Et c'est intéressant, j'y reviendrai là aussi, de noter qu'on accorde du répit. On est très en posture de négociation avec le monde économique, ce qu'on n'est pas avec le monde agricole, et on n'a pas été avec le monde agricole, et voire d'autres. Voilà. Alors, parallèlement, ben, c'est la période des résultats. Ils sont affichés et vous pouvez voir, j'y reviendrai tout à l'heure, certaines entreprises, du reste, c'est intéressant, faire des pleines pages dans la presse, donnant leur performance de développement durable au sens large, voilà, avec des résultats qui sont exceptionnels pour les uns et les autres. Schneider, leader de la durabilité, dit, j'ai fait mon année historique de mon histoire. Bon, donc on a bien là des situations qui sont assez orthogonales dans le monde. Voilà. Alors, moi j'ai le sentiment, mais Antoine Bueno nous le dira, que le monde institutionnel est un peu désarçonné, et même très désarçonné par la pression des enjeux qu'il doit gérer sur ce terrain-là et sa capacité à se faire comprendre, à se faire suivre, à susciter une adhésion et de la transformation de la part des acteurs. Voilà. Et ceci est un problème fondamental en termes de pilotage de la démocratie. Alors, le Green Deal qui avait été vanté, qui a fait énormément de choses depuis 4 ans, se trouve un peu le bouc émissaire de tout ça. On voit bien que ben, là, on avait traité la crise de l'énergie, la crise de santé et autres en rallongeant avec du quoi qu'il en coûte en permanence. Maintenant, ça n'est plus cela. On ne peut plus faire marcher la planche à billets autant, et donc, du coup, bah, les tensions s'exacerbent. Alors, revenons sur l'échec de la CS3D qui a été refusé en trilogue et au Coreper à Bruxelles. En gros, ce sont les Allemands libéraux qui ont dit il n'en est plus question. Et je note la position du MEDEF qui est intéressante à analyser, puisqu'il dit aucune entreprise, quelle que soit sa taille, n'est en mesure de contrôler l'entièreté de sa chaîne de valeur, donc ne demandez pas l'impossible. On veut bien faire du devoir de vigilance raisonnable, comme on l'a fait un peu en France et autres. On veut bien avancer là-dessus, mais ne nous demandez pas une pénalisation et une généralisation de ce type. Et on écoutera avec grand intérêt le point de vue de Pascal Chalvon là-dessus, parce que ce propos-là a touché évidemment les décideurs. Euh, donc, il vient dans un paysage de repli qui est beaucoup plus large que celui-là. Euh, les villes aujourd'hui reculent sur les zones à faible émission. Alors, on a un mouvement qui est probablement une pression dans les reins très forte ici venant d'outre-Atlantique. C'est ce mouvement anti-ESG, j'y reviendrai aussi tout à l'heure là-dessus, avec des manifestations où c'est Exxon qui poursuit ceux qui le mettent en cause, c'est les actionnaires de BP qui disent non, vous ne devez pas faire plus, et une décollecte des fonds ESG aux États-Unis, qui est significative. Bon. Euh, Côté physique, côté climatique, on a ces alertes qui montent dangereusement. Maroc, l'Espagne et d'autres que je signale et qui disent stop,
Nous, on a des crises, des sécheresses, des éléments très importants. Bon. On a des alertes. Alors, il y en a eu sur la question des océans, un très beau texte de l'ambassadeur d'Olivier Poivre d'Arvor. La question aussi aujourd'hui qui est importante, c'est que le texte contre la déforestation en Afrique, le texte européen, eh ben, on a l'impression qu'il se retourne contre les petits producteurs, puisque c'est sur eux qu'on fait porter la charge aujourd'hui. Donc, vous voyez, tout ça est plein de contradictions. Il y a des polémiques intéressantes sur le storage du carbone, qui là-dessus, entre l'AIE qui n'y croit pas trop, Science qui dit il y a des doutes, et puis tous ceux qui promeuvent tout ça. Enfin bref, ce sont des polémiques qui sont troublantes. Et en France, un sujet qui ralentit l'élaboration de la stratégie bas carbone, puisque sur la biomasse, on s'aperçoit qu'en fait, on est très inférieur, mais ça, on ne voulait pas le dire, mais on le savait, hein, très inférieur aux capacités d'absorption de nos forêts, de notre filière bois. En fait, c'est 12 millions de tonnes. La filière s'organise, mais dit, comptez pas sur nous pour faire plus. Bon, donc, on a une situation. Alors, je reviens qui est liée à celle du monde agricole. Je ne reviens pas dessus, mais c'est vrai que les débats portés par le monde agricole consistent à dire, vous nous demandez de faire moins de production, vous nous demandez de baisser nos rendements, mais vous ne traitez pas nos enjeux de revenus. Là, on est bien au cœur de la pratique de durabilité telle qu'elle va se poser très, très, très fortement. Bon, voilà. Et c'est vrai que pour ce secteur agricole, c'est très frappant parce que, honnêtement, je ne sais pas ce qu'on pensera, Pascal, mais moi, je trouve qu'on n'est pas méchant avec les grandes entreprises. On fait un régime souple, il y a peu de sanctions, on prend du temps, etc., etc. Bon, dans le secteur agricole, c'était vous devez. Et il y avait de la norme et il y avait la question de la PAC derrière. Donc, je comprends que ces deux régimes choquent. Voilà. Euh, et pour continuer là-dessus, vous avez vu, il y a la page à droite, c'est la publicité d'LVMH, mais Total, L'Oréal en ont fait aussi. Ils alignent des chiffres. On voit bien qu'il y a une présentation des performances, mais chaque entreprise fait comme elle veut. Elle fait ce qu'elle veut, ce qui l'arrange, ce qui est favorable, etc. On est là un peu dans, allez, greenwashing, je ne sais pas, mais parce que les chiffres sont bons, mais on est quand même dans de la promotion un peu facile qui vise les marchés financiers, mais ces diables de marchés financiers aujourd'hui, ils ne sont pas sensibles. Ils sont plus jamais que rendement, rendement, rendement. Et ça, c'est vraiment une problématique intéressante. Je vois, alors, dans cette réactivité un peu négative, j'ai pris aussi une tribune importante dans le Figaro de juristes émérites qui s'attaquent au principe qui avançait jusqu'à ce jour, c'est la prise en compte des générations futures, en disant c'est une aberration juridique, hein, etc., etc. Donc on voit bien que là, on a une sorte de désinhibition aujourd'hui des oppositions. On est donc dans un cycle qui est préoccupant. Euh, Carlos Tavares, patron de Stellantis, qui affiche des résultats olympiques, se garde, en rajoute de son côté en disant bah, Bruxelles, vous avez fait n'importe quoi. De toute façon, vous l'avez dit. Nous, on n'en voulait pas. L'électrique, ça va vous coûter les yeux de la tête. Il y aura des risques et vous n'aviez qu'à nous écouter sur l'hybride et autres. Bon. Euh, alors, euh, je dirais que ça rajoute cette polémique, ça rajoute aussi à beaucoup d'interrogations sur l'incapacité souvent des acteurs publics à monter des démarches de négociation, des démarches de dialogue. Alors, bon, on va être un peu, pour certains, là, c'est que le début. L'attaque sur la CNDP aujourd'hui pour réduire son rôle, notamment avec le prochain texte de loi sur l'industrie verte, là, Antoine, c'est quand même important. Hein. On dit, allez, on va faire de l'industrie verte, mais sans la concertation, il ne faut pas qu'elle ralentisse. Bon. Il y a eu le texte intéressant de la Cour des comptes qui dit les stations de montagne, là, et maintenant, il faut y regarder de près. Attention, hein, il ne faut plus mettre d'argent chez celles où il n'y aura plus de neige. La BCE qui dit, moi, j'avance, je fais mon truc, j'avance, peu importe la SFDR, le machin. Bon, enfin, on a aujourd'hui beaucoup d'acteurs importants qui font leur chemin, qui avancent, qui font leur truc, et qui ne se soucient pas, en fait, tellement de jeter des ponts on n'a pas tellement un appel à beaucoup de concertation. Bon.
Alors, je rappelais dans ce domaine sur ces prises de position, celle du mouvement des ETI qui dit, moi, j'en veux pas de l'extension de la CSRD. La CEPME l'avait dit et le redit très fortement. Hein. Donc, sur l'application qui est en consultation aujourd'hui aux SME, aux petites entreprises, là, il va falloir se gratter la tête, ça va être compliqué. Bon. Mais il y a d'autres acteurs qui disent, nous, on fait ce qu'on veut, et voilà, l'organisation de la marine marchande, il y a, enfin, bon, et puis les banques qui affichent des résultats en Russie qui sont un peu assez indécents. Enfin, voilà, on a un constat qui est assez préoccupant, et j'ai noté cette euh, analyse que vous trouverez dans le document qui était assez bien faite, qui montre comment les trajectoires climat en fait des grandes entreprises sont assez modestes en réalité. Arrêté assez modeste, voilà. Donc, avec des classements qui sont faits, etc. Bon, alors, ceci me permet d'accélérer, d'aller vers le point 3, qui est, mais il y a des choses qui se passent et qui sont positives. Alors, ça, c'est ce qu'a publié Total pour dire, voilà comme je suis durable. Mais ce qui est intéressant chez Total, je le dis quand même, c'est que dans leur partage de la valeur, il y a une affectation client, on ne peut pas la sous-estimer, elle est loin d'être négligeable, et un appel important à changer le mix énergétique des raffineries avec de l'hydrogène et autres qui s'est fait. Ça sont des initiatives significatives. Alors, le guide de l'AMF qui est sorti est très bien sur les plans de transition. C'est le grand apport de la CSRD. C'est quand même d'aider à faire des plans de transition solides. Donc, on voit qu'on s'y met. Il y a des travaux qui se font. Il y a eu le lancement à Bruxelles de Business for a Better Tomorrow de tous les acteurs de l'ESS et des acteurs les plus engagés européens. Donc, on voit que il y en a quand même qui conservent la flamme. Et puis, quand même, une énorme et, je dirais, émergence d'acteurs du conseil dans la mesure carbone. Alors ça, c'est impressionnant. C'est le mouvement vraiment significatif en ce moment, avec énormément d'offres qui se mettent en place, intéressantes, vous devez connaître. Alors, pour autant, je vais revenir là-dessus. Mon ami Andrew Winston, qui est probablement le meilleur expert aux États-Unis aujourd'hui sur ces questions, qui enseigne au MIT, lui dit, moi, je ne m'inquiète pas trop aux États-Unis de ce mouvement de repli. Il traduit un signe politique, c'est l'idéologie républicaine en cours là-dessus, mais c'est tellement inévitable pour le business que, bon, bah, il y a ceux qui voudront, ceux qui voudront pas. Soyez lucides, regardez comment ça se positionne, qui dit quoi, comment, mais sustainability matters, pour prendre une belle expression, elle se fera et elle doit se faire. Bon, donc il y a plutôt de la part je dirais des experts un peu de relativité qui se met en place. Alors, je vous renvoie ici, comme d'habitude, à des livres, à des ouvrages qui sont sortis, qui sont intéressants. Un qui relie écologie et féminisme, Madame Ansen Love qui fait ça. Le livre sur l'histoire récente, dans le dernier millénaire, des interactions du climat sur l'économie d'Olivier Pestel-Vinet, et le livre de Jean-Baptiste Fressoz sur la transition énergétique, qui est très dur, qui conteste énormément d'approches qui sont faites, qui est un livre très critique. Voilà. Alors, ceci pour nous faire la transition avec le livre Faut-il une dictature verte qu'a publié Antoine Bueno, donc il y a très peu de temps. Antoine, je vais donc vous passer la parole en premier pour que vous réagissiez un peu à ce constat que moi je fais un peu des tendances aujourd'hui un peu quasi conflictuelles, hein, pré-conflictuelles en tout cas, qui se mettent en place sur nos sujets. Euh, on va vous qualifier, si vous me l'autorisez, vous me contredirez si vous n'êtes pas d'accord, un peu d'écologiste libéral. Et de ce point de vue-là, vous alertez sur beaucoup de risques, beaucoup de façons de faire qui sont peut-être responsables de la façon dont les acteurs se braquent aujourd'hui par, je dirais, sous-estimation des contraintes sociales, politiques aujourd'hui. Et donc, comment vous voyez ces débats? Comment vous voyez un petit peu la reprise d'une dynamique démocratique? Parce qu'il va bien falloir qu'on sache faire de la sobriété en le faisant ensemble, si possible. Antoine, merci d'être là. Je vous passe la parole. Bonjour à toutes et à tous et merci à vous, Patrick, de me permettre d'intervenir là.
Tout ce que je viens d'entendre est extrêmement riche et maintenant je comprends vraiment ce que je fais ici parce que c'est parfaitement complémentaire avec mon approche à moi qui est très différente. Vous avez une approche qui est très business, qui est très technique, qui est très juridique et moi dans mon livre, ça s'adresse à un très large public, hein. Et j'essaye, mais en fait c'est des sujets que vous avez abordés vous-même en filigrane, de traiter quelque chose qui me semble absolument fondamental et dont on entend peu parler, c'est l'enjeu politique de la transition environnementale. Alors, j'ai employé le singulier, l'enjeu politique, mais en fait, à mon sens, il y en a trois. Le premier de ces enjeux, c'est que parmi les risques que la crise écologique nous fait encourir, il y a le risque de perdre nos libertés et d'entrer dans un monde de dictature. C'est-à-dire que je renverse un petit peu l'idée qu'on a très souvent entendue, selon laquelle les écologistes sont des dictateurs, et je me demande si la crise écologique n'est pas elle-même le ferment de la perte des libertés et de l'avènement de dictatures. Alors, cette idée, on en a là aujourd'hui même une concrétisation extrêmement flagrante, puisque l'écologie, ou plutôt l'anti-écologie, l'anti-écologisme, le climato-scepticisme alimente les populismes. C'est pas de la science-fiction, c'est du réel, c'est très concret. Ça s'est produit en Hollande, ça s'est produit en Argentine. Évidemment, le Trumpisme est aussi au départ un climato-scepticisme. Donc, cette crise environnementale, elle alimente déjà le populisme, elle a un impact politique qui est extrêmement concret. À plus long terme, si on ne fait pas ce qu'il faut en matière environnementale, il est à peu près certain que l'illibéralisme ou la dictature sont au bout du chemin. C'est-à-dire que si on a un réchauffement climatique qui dérape complètement, on voit mal comment, au bout d'un moment, le peuple lui-même, les populations des pays démocratiques, n'en appelleraient pas à la mise en place, comme ça s'est vu au moment de la pandémie de Covid, d'une sorte d'état d'urgence permanent pour gérer la pénurie, le rationnement, pour défendre des frontières qui pourraient être menacées par des migrants climatiques de plus en plus nombreux. Et donc, comment, in fine, si on ne prend pas les mesures écologiques qui s'imposent aujourd'hui, eh bien, on n'aurait pas une résiliation de notre abonnement à l'humanisme, aux droits de l'homme et aux libertés. Ça, c'est le premier enjeu politique que je vois qui est lié à la crise environnementale. Le deuxième enjeu, qui est encore plus directement lié à ce que vous disiez vous-même, c'est la question de savoir si la transition environnementale peut être menée dans le cadre de nos institutions actuelles. Quand je parle de nos institutions, je me situe dans l'orbe occidental, c'est-à-dire les institutions représentatives, la démocratie représentative, le vote, les élus, les représentants. Est-ce que c'est adapté pour relever le défi de la transition environnementale? À l'évidence, non. Puisque la démocratie représentative, elle est structurellement handicapée de plusieurs manières pour mettre en œuvre cette transition. Alors, le premier handicap, qui est assez bien résumé par François Gémen, je ne sais pas si vous l'avez Oui, reçu. il viendra bientôt, François. Eh ben, c'est formidable. Enfin, moi j'apprécie beaucoup son travail. Il est membre du GIEC. Bon, il a plein de qualités, ce garçon, qui explique donc dans son livre, d'ailleurs c'est un titre que je lui envie fortement, son livre s'intitule L'écologie n'est pas un consensus. L'idée, c'est extrêmement simple. Nos systèmes institutionnels, le parlementarisme en particulier, est parfaitement fait pour générer des consensus. Faire des côtes mal taillées. Mais si on doit arriver à la neutralité carbone, on ne peut pas couper la poire en deux avec un accord entre la gauche et la droite pour se dire bah, finalement on va réduire nos émissions que de 50%. C'est pas comme ça que ça marche. Donc l'écologie n'est pas un consensus et nos institutions savent surtout générer du consensus. Ensuite, nos institutions, elles sont court-termistes puisqu'elles sont liées au cycle électoral. Alors que évidemment une transition de cette ampleur s'inscrit dans le temps long. Troisièmement, principalement, les mesures qu'on peut prendre dans le cadre de la démocratie représentative sont des intérêts de défense du corps électoral. Or, les premières victimes
de la transition, de la crise écologique ne sont pas dans le corps électoral. Les générations futures, par définition, ne sont pas dans le corps électoral. Les pays africains qui vont être en première ligne du réchauffement ne sont pas dans le corps électoral des pays occidentaux. Les océans, les forêts, les rivières ne votent pas non plus. Donc, on a un véritable problème de représentation de ces intérêts. Autre chose, c'est que le système politique électoral, électif, est polarisant. C'est-à-dire que si je veux parler d'écologie, il faut que je me situe dans le cadre d'une offre politique. Soit je me situe à droite, soit je me situe à gauche. C'est pour ça que l'écologie, elle a choisi le camp de la gauche, alors qu'on sait que c'est un sujet qui devrait être transpartisan. Mais dans le cadre de ce jeu électoral, c'est très compliqué. En fait, c'est pas possible. Autre point, pour être élu, que je sache, il faut faire rêver. Quand vous promettez du sang et des larmes, et malheureusement, ça c'est un des messages les plus importants que j'essaye toujours de délivrer, la transition environnementale n'est pas un chemin de rose, c'est principalement, même si on peut attendre des co-bénéfices, mais c'est quand même principalement des obligations et des contraintes, et ça ne fait pas rêver. Hein. Le dernier qui a promis du sang et des larmes, c'était Winston Churchill, il a gagné la guerre, mais il a perdu les élections. Et puis alors, il y a un dernier aspect qui est assez important pour disons, lister les handicaps de nos systèmes institutionnels pour mener la transition, c'est qu'il est aussi ce système très déresponsabilisant. Quand j'ai accompli mon devoir citoyen, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai pu mettre mon bulletin dans l'urne, j'attends ensuite que les élus agissent. Les élus qui sont eux-mêmes l'objet d'injonctions totalement contradictoires entre le climat d'un côté et l'économie de l'autre, par exemple, pour dire les choses de manière schématique. Et donc, moi-même, en tant que citoyen, je suis déresponsabilisé vis-à-vis de ces grands enjeux. Donc, quand on a fait ce constat-là, que faire, comme dirait Lénine? Alors, il y a deux possibilités. Quand on a vu que nos institutions actuelles étaient inadaptées, soit on se dit il faut renverser la table et entrer dans un système de dictature, soit on passe à une autre forme de démocratie. Alors, la dictature, évidemment, c'est ce dont je parle dans mon livre, en faisant une expérience de pensée et en me demandant si ça serait par hasard, par l'absurde, une bonne idée de mettre en œuvre une dictature. Et je réponds résolument, je vous rassure, par la négative. D'ailleurs, le sous-titre de mon livre est déjà rassurant parce que je voulais qu'il n'y ait aucune ambiguïté quant à mon orientation politique sur le thème. C'est bien. Voilà. C'est bien. Oui. Voilà. C'est-à-dire la démocratie au secours de la planète. Voilà. Voilà. Je ne veux pas déflorer ce que je vais aborder dans un instant, mais bon, vous l'avez tous bien compris, donc je ne suis pas favorable à une dictature verte, mais je me pose quand même la question. Cette idée d'un autoritarisme vert, en réalité, n'a aucun sens. D'abord parce que la transition environnementale ne remet pas fondamentalement en cause les droits et libertés. C'est ça, le premier aspect d'une dictature, c'est de remettre en cause l'état de droit. On n'a pas du tout besoin de ça pour mettre en œuvre la transition environnementale. D'abord, cette transition, elle n'affecte qu'un petit nombre de droits et libertés. Par exemple, la liberté d'expression n'est absolument pas remise en cause par la transition environnementale. Les droits et libertés qui sont mis en question… Au contraire même, Antoine, il faut même dire qu'on a renforcé dans les institutions le droit à l'information, qui est attaché, et c'est même dans la Constitution. Hein. Il n'y a pas d'enjeu environnemental qui ne soit pas sujet à droit à l'information. Hein. On l'a même renforcé. D'où la difficulté sur le texte anti-CNDP qui est préparé aujourd'hui. Bon. Bien sûr, tout à fait. Et donc, les droits et libertés qui sont, je dirais, visés ou concernés, le terme est plus juste, par la transition environnementale, il y en a très peu. Il y a éventuellement la liberté d'aller et venir. C'est sûr que si on doit décarboner les transports et qu'on n'a pas l'alternative, c'est la liberté d'aller et venir qui est entamée, la liberté d'entreprendre. On ne peut plus entreprendre n'importe comment, comme on le faisait avant. On peut évidemment de moins en moins entreprendre en polluant et en particulier en émettant des gaz à effet de serre, etc. etc. Donc il y a un petit nombre de droits et libertés, mais qui ne sont pas abolis par la transition environnementale, qui doivent être conciliés avec d'autres impératifs comme le droit des générations futures à bénéficier d'un environnement agréable, etc., etc. Et cette entreprise de conciliation, c'est exactement la définition de l'état de droit. Hein. Il n'y a aucun droit, aucune liberté qui sont des droits et libertés absolus. On a toujours cherché à les concilier. Et en plus, dans le cas de la transition, c'est une conciliation qui est relative parce qu'à partir du moment, pour reprendre l'exemple de la liberté d'aller et venir, où on développe une alternative décarbonée, eh bien, la liberté de circuler se retrouve parfaitement rétablie. Autre point, qui est l'autre grand pilier de ce qu'on peut attendre légitimement d'une dictature, c'est l'efficacité.
Or, il se trouve qu'on n'a pas besoin de cette efficacité-là pour mettre en place la transition environnementale. C'est-à-dire qu'on se rend compte, il y a une étude extrêmement intéressante à laquelle je vous renvoie de Rizzio et Scali, que les dictatures au long cours, ils ont étudié les principales dictatures sur près de 200 ans, ils se sont aperçus qu'elles étaient très peu efficaces, notamment sur le plan économique. Donc, si les dictatures sont inefficaces, alors vraiment, le principal atout qu'on peut attendre d'elles tombe comme un château de cartes. Et donc, l'idée que je développe, moi, dans mon livre, c'est que la surveillance et la contrainte pour mettre en œuvre la transition environnementale seront toujours moins efficaces que la responsabilité et l'équité, qui sont, à mon sens, bien plus porteuses. Et c'est comme ça que j'en arrive à l'autre branche de l'alternative. Quand on a analysé les limites de notre système institutionnel, on avait cette alternative qui était soit la dictature, soit une autre démocratie, et j'en viens à défendre les vertus de la démocratie directe. Alors, je ne suis pas le premier à le faire. Un grand philosophe sur le plan théorique qui s'appelle Hans Jonas, dont vous avez peut-être certainement entendu fondamental. un livre. Oui, qui a écrit un livre fondateur qui s'appelle Le principe responsabilité, nous le disait déjà. Il nous disait on pourra mettre en place cette transition quand on s'en sentira, même personnellement, individuellement, responsable. Et puis ensuite, il y a eu les travaux pratiques, je dirais, de cette théorie de Hans Jonas avec la Convention citoyenne. La Convention citoyenne, moi, j'aurais pas misé 3 copecs dessus quand on l'a mise en place. Eh bien, elle a accouché d'un plan extrêmement ambitieux, le plus ambitieux qui ait jamais été proposé en France, qui prouve qu'on change de perspective quand, en tant que citoyen, on est un simple électeur ou bien qu'on est placé directement face à sa responsabilité planétaire, historique, face aux générations futures. Mais il ne faut pas non plus verser dans l'angélisme. Admettons que par un coup de baguette magique, on remplace pour mener la transition environnementale nos institutions représentatives par de la démocratie directe, ça ne va pas suffire. C'est-à-dire ça ne va pas régler tous les problèmes. Et il y a un enjeu qui est extrêmement important, qui est un enjeu, en plus de la responsabilité, un enjeu d'équité. Et en fait, dans la présentation de l'actualité, Patrick, que vous faisiez au départ, vous en parliez déjà de l'équité, vous parliez de l'agriculture. Accompagner, cet accompagnement, c'est aussi un enjeu d'équité. Et ça m'amène au troisième, ce que j'identifie comme étant le troisième grand enjeu politique de la transition environnementale, qui est celui du devenir du capitalisme. Voilà. La crise écologique, la transition environnementale remet en cause, plus ou moins fondamentalement, le capitalisme. Alors, on a tendance à le voir comme un enjeu économique. C'est pas vrai. C'est en premier lieu un enjeu politique. Alors, cet enjeu politique, il trouve sa source dans un constat que je crois, mais peut-être pas, on pourra en débattre, tout le monde va partager dans ce webinaire, c'est que le libéralisme livré à lui-même n'a pas la main verte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la main invisible du marché soit une main verte, c'est-à-dire que très spontanément, elle conduise à produire et consommer de manière vertueuse pour les grands équilibres écologiques planétaires. Alors, si on est d'accord sur ce constat-là, il y a aujourd'hui 2 discours qui se déploient dans le champ théorique. Un discours d'abolition du capitalisme et un discours de transformation ou d'adaptation du capitalisme. C'est l'opposition qui, à mon sens, c'est pareil, on pourra en discuter, est de plus en plus vive entre les tenants de la décroissance et les tenants, dont je fais partie, de la croissance durable. Pour moi, ça, c'est une opposition qui est extrêmement importante aujourd'hui. C'est un véritable rouleau compresseur dont on n'a pas forcément conscience et dont les décideurs politiques, je crois, n'ont pas du tout conscience et qui doit absolument être débattu le plus possible. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps puisque je me suis engagé avec Patrick à tenir mon temps. Pour vous dire que pour moi, la décroissance est une fable, pour ne pas dire une arnaque. Alors, je ne sais pas qui sont les participants à ce webinaire. Peut-être que parmi celles et ceux qui nous écoutent, il y a de fervents défenseurs de la décroissance et on peut en discuter. Peut-être qu'il y aura des questions en ce sens. Pour moi, la décroissance est une fable et pour de multiples raisons. Mais en essayant d'être concis, je vous dirais que la première des raisons, c'est que ce que nous dit la décroissance, c'est qu'elle est possible. Or, elle n'est pas possible. Évidemment, pour que la décroissance puisse avoir un impact environnemental, il faudrait qu'elle ait lieu à un échelon
assez large. Si la France seule se lance dans la décroissance, dont je donne déjà pas cher de son avenir, mais en plus, ça n'aura qu'un impact très limité sur les grands équilibres écologiques planétaires. Et la planète n'a pas le temps d'attendre la maturation de cette idée révolutionnaire. On n'a pas le temps, et je le dis presque avec un sourire ou un coup de griffe, de convaincre les Chinois, les Indiens, les Brésiliens et je ne sais qui encore, de complètement mettre à plat le capitalisme, de renoncer à Oui. développement et de passer dans un monde de décroissance. Ça n'a strictement aucun sens, alors qu'on a le temps de construire des centrales nucléaires ou de tapisser nos campagnes d'éoliennes et de panneaux solaires. Ensuite, la décroissance nous fait la promesse d'être sociale, c'est-à-dire d'un découplage entre la production industrielle, puisqu'il faut bien comprendre de quoi on parle quand on parle de décroissance. La décroissance se juge à l'échelle macroéconomique et c'est à l'échelle globale macroéconomique une réduction quantitative de l'activité et de la production humaine. Et donc on essaye de nous faire croire qu'on pourrait faire ça sans aboutir à un crash, c'est-à-dire qu'on oppose l'image de l'atterrissage forcé à celui du crash. Et ça, c'est à mon sens absolument impossible. Je vous donne un seul exemple Oui. illustratif, pas m'étendre trop longuement. Voilà. Si vous voulez décarboner le monde seulement en comptant sur la baisse de l'activité, il faudrait revenir au PIB de 1870. Hein. La Covid l'a montré, on a eu une baisse du PIB de 4% et une baisse des GES de 6%. Pour arriver à la neutralité carbone, eh ben, il faudrait moins 4% chaque année jusqu'en 2050, c'est-à-dire un appauvrissement absolument généralisé. Pour ne pas être trop long, on voit mal comment tout ça n'aboutirait pas à un délitement total de l'économie et donc comment tout ça pourrait continuer d'être aussi démocratique parce qu'il faudrait passer à un système de planification intégrale et en plus, ça ne serait même pas écologique parce que la misère n'est pas écologique. Hein. Vous avez le tiers de la déforestation tropicale qui est liée à l'extrême pauvreté. Quand les gens n'ont rien, ils ne se laissent pas crever. Hein et ils se ruent sur les ressources naturelles qui sont les seules disponibles pour eux. On perdrait en plus le contrôle d'un certain nombre d'outils, dont les centrales nucléaires qui produiraient autant de Tchernobyl, etc., etc. Et puis surtout, on se priverait du seul outil qui nous permettrait véritablement de mener cette transition, qui est le marché. Parce que c'est le signal prix qui permet à la fois aux consommateurs et aux producteurs de changer leur comportement. Les consommateurs, évidemment, le signal prix peut les détourner des consommations les plus polluantes au profit, au contraire, des activités les plus vertes. Et du côté du producteur, évidemment, c'est le signal prix qui peut l'inciter à innover et à modifier ses méthodes de production. Et alors, dans un monde de décroissance, il n'y a plus de marché. Et donc, il n'y a plus cet outil extraordinaire. Et donc, j'en arrive à la seule option qui se présente à nous, qui est celle de, je suis bien mon temps, hein, Patrick. Oui, oui, on est dans la croissance durable, on conclut là-dessus. OK. Voilà, qui est donc l'adaptation du capitalisme pour aboutir effectivement à la croissance durable. Il y a plusieurs leviers qui sont à notre disposition. Il y a un levier qui est celui le levier réglementaire, qui est celui des obligations et des interdictions. Je ne rentre pas dans les détails, mais il faut quand même être très clair sur le fait que internaliser la pollution et la surexploitation des ressources, ça passe nécessairement par des obligations et des interdictions. C'est pas drôle, hein, mais c'est comme ça. La mobilisation de ce que j'appelle les mécanismes de marché, c'est-à-dire les mécanismes de prix au travers du système de taxes. Alors on connaît la taxe carbone, mais on pourrait imaginer d'autres types de taxes pour le foncier, pour les métaux, pour l'eau, etc. Le libre-échange peut aussi être un énorme levier de transition environnementale à partir du moment où on cesse d'avoir un libre-échange qui nivelle les réglementations environnementales par le bas, mais au contraire qui le fasse par le haut, c'est-à-dire qu'on demande, on réclame l'ouverture des marchés en échange de réciprocité écologique. Ça, c'est du volontarisme politique. Voilà. Et bien entendu, très important, et je vais en terminer là, vous m'aviez donné jusqu'à 45, j'ai 3 Oui, minutes. oui, c'est bon, c'est bon, Voilà. c'est bon, c'est bon. Troisième volet, c'est l'essor évidemment d'un soutien public, à la fois pour le développement d'industries et de filières nouvelles, mais c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans la planification française. Hein. On développe la filière des pompes à chaleur, des batteries, des gigafactories, etc., etc. Mais aussi un effort de soutien, je dirais plus social ou solidaire, en direction des pays
les plus directement impactés et les moins développés dans la transition à l'échelle internationale et à l'échelle des pays en direction des ménages et des personnes les plus fragiles. Voilà. Donc, en conclusion, je vous dirais que si j'ai traité de ce que j'ai appelé le verrou politique, c'est-à-dire l'adaptation de notre système démocratique, c'est parce que je l'identifiais comme le plus stratégique pour accélérer la transition. Ma réflexion, elle est partie d'une analyse de ce qu'on appelle l'ensemble des verrous systémiques, la question de savoir pourquoi on ne met pas en œuvre cette transition par-delà la sidération à l'échelle où on devrait le faire. Et je crois que le verrou politique est déterminant et que si on arrive à le faire sauter, on peut faire sauter tous les autres verrous, y compris celui qui vous tient à cœur, c'est-à-dire celui de l'entreprise. Alors, la question, c'est comment on passe à la démocratie directe. Évidemment, j'en sais rien, mais j'ai des pistes. Celle que je développe dans le livre, à laquelle je crois plus des masses d'ailleurs, puisque la pensée évolue vite, c'est la piste de l'activisme. Mais je crois que les élus eux-mêmes y viendront, parce qu'en fait, passez-moi l'expression, ils sont extrêmement emmerdés par la transition environnementale, et ils comprennent de plus en plus que c'est quelque chose dont ils ont plutôt intérêt à se départir. Donc je crois beaucoup que de la même manière que c'est Emmanuel Macron qui a mis en place la Convention citoyenne, eh bien, cette idée-là va aussi mûrir dans le monde des élus, dans le monde électif. Et Merci. dernier, Oui. j'arrive, dernier point, il est 44. Conséquence de l'aménagement du capitalisme et de la transition environnementale, conséquence extrêmement importante, on va entrer dans un monde de croissance faible. C'est ce qu'on a appelé la fin de l'abondance, mais je crois que ce n'est pas exagéré comme terme. Et c'est aussi peut-être, c'est ce que j'appelle de mes voeux, le triomphe à l'échelle mondiale, en tout cas c'est ce que j'espère, du modèle européen, c'est-à-dire un modèle de Ah, redistribution, un modèle de tempérance, une révolution à l'échelle mondiale sociale, disons social-démocrate et keynésienne. Voilà. bravo. Quel programme, Antoine. Formidable. Mais vous avez vraiment cerné à beaucoup de sujets et cet appel à une sobriété démocratique, je pense que c'est vraiment un point qui doit nous intéresser, pas simplement en tant que citoyen, mais en tant qu'entrepreneur. Et donc, je fais appel maintenant à Pascal Chalvon pour que lui, en tant qu'entrepreneur engagé, qui a fait bouger les lignes d'un modèle d'affaires, d'un modèle économique dans un secteur qui est sacrément un secteur avec des externalités, hein, c'est la chimie, donc c'est pas rien. Comment vous réagissez au débat en cours, à la fois à ce qu'a dit Antoine, mais au débat en cours, au contexte que je rappelais qui est en train de bouger et où quand même on a du mal. On a du mal, clairement. On va un peu d'une rive à l'autre et cet accouchement, cette gestation vers un modèle durable différent, mais réel, est-ce que les entreprises y prennent leur part suffisamment, vraiment? Comment vous voyez un peu ce contexte, Pascal? Merci Patrick, et je trouve ce débat passionnant. Merci de votre invitation. Alors effectivement, je vais être plutôt un témoin hein, de ce que j'ai pu vivre. Comme vous l'avez dit, je suis en charge du développement durable depuis 8 ans maintenant dans ce groupe Solvay qui s'est coupé en deux il y a 3 mois, 2 mois, hein, au mois de décembre, en donnant naissance à un autre groupe qui s'appelle ScienceCo, qui est un groupe plutôt de chimie de spécialité et de matériaux. Voilà. Donc, il y a un ancien Solvay qui est resté, puis il y a un groupe ScienceCo. Voilà. Alors, bon, mon témoignage, et je rejoindrai, c'est vraiment, le débat est très intéressant parce que évidemment, l'entreprise, enfin le monde industriel et l'entreprise n'est ni une démocratie ni une dictature. Donc, poser la question de la gouvernance pour l'efficacité, je pense, est une très bonne question. Mais je vais l'aborder avec pas mal d'humilité parce qu'on n'a pas résolu évidemment tous les soucis. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Je dirais oui, évidemment, et vous l'avez cité avec des exemples très concrets, donc je ne reviendrai pas dessus, Patrick. Il y a vraiment une décélération, voire un repli, un risque de repli de certaines ambitions politiques. Bon, donc, on navigue dans ce monde-là. Vous avez utilisé l'expression que j'adore, qui est désinhibition des oppositions. Bon, je dirais simplement que ma réaction par rapport à cette expression, c'est que les oppositions sur le monde de l'entreprise, elles sont pas nouvelles. Et quand on est dans le secteur de la chimie, quand on est une grande entreprise,
on est suspect par définition, je dirais. Et donc, en fait, on se doit d'être plus exemplaire que les autres si on veut être crédible. Parce que oui, il y a une suspicion sur ce monde-là et je pense qu'elle n'est pas contestable. Alors moi, ce que j'observe, c'est quand même un décalage de rythme entre effectivement ce monde politique et ces discussions un petit peu qui sont maintenant en repli, qui sont réactifs aussi, je trouve, beaucoup hein, par rapport à la crise agricole ou à la révolte paysanne, enfin, quel que soit le nom qu'on lui donne. Je trouve malgré tout, et vous l'avez évoqué en disant bah, les entreprises ont des résultats en matière de développement durable, elles les montrent. Bah, on continue quand même à progresser malgré tout. C'est-à-dire qu'on est dans un système où, sur des plans qui ont été établis et qui nécessitent de la ressource, il y a des résultats. Et c'est intéressant évidemment de pas tout mettre dans le même panier. C'est-à-dire que quand on dit le monde de l'entreprise de façon générale, en réalité, on ne peut pas tout comparer. On a déjà des différences de taille énormes, et je reviendrai sur la question des entreprises de taille moyenne. On a des questions de secteurs comme le secteur des services, le secteur de l'industrie, le secteur de la chimie par rapport à l'énergie. Enfin, on peut pas, c'est très difficile je dirais, d'avoir une opinion unique sur ces dimensions. Et puis, on a les pays, c'est-à-dire un groupe international comme le nôtre, et vous l'avez évoqué aussi, entre effectivement l'approche anglo-saxonne ou américaine aujourd'hui, qui reste très shareholder, hein, donc actionnaire. L'approche européenne qui, elle, est stakeholders, donc on regarde toutes les parties prenantes et les dynamiques asiatiques, en particulier chinoises. Un groupe comme le nôtre se doit de composer avec cet ensemble-là et d'avancer au rythme auquel il peut. Donc cette réalité, je dirais, il n'y a pas une réalité, il y a de multiples réalités. Alors, qu'est-ce que un groupe comme le nôtre... ah oui, et puis, bon, vous avez cité tout à l'heure une phrase, je crois, c'est de Jean Covici, qui par ailleurs a Oui. des travaux absolument passionnants. Aucune grande entreprise en phase avec les objectifs de Paris. Bah, je ne sais pas si on est le seul contre-exemple, je ne crois pas. Moi, je m'inscris un peu en faux par rapport à ça. Quand on regarde les résultats au bout du compte, euh, quand on regarde les résultats, bah, une entreprise comme ScienceCo, voire même Solvay, est sur une trajectoire qui correspond au 1,5 degré, hein. C'est-à-dire qu'on réduit de 4% par an nos émissions, et c'est factuel depuis plusieurs années. Donc, je ne comprends pas bien ce commentaire. Mais je dirais, bon, au-delà de la controverse, je pense qu'il faut regarder les données. Et vous avez mentionné, Patrick, aussi la question, comment dire, je crois, les travaux du futur, c'est ça, il me semble, hein, dans votre Oui, approche. oui, les ateliers du futur, Euh, d'accord. Oui. Pareil, ma réaction est de dire attention, dans les critères, je les ai regardés, qui sont utilisés ici, on regarde les critères de promesses du futur. C'est bien les promesses du futur, c'est bien les engagements, mais je pense au contraire que les résultats, c'est-à-dire la réalité de la performance, est encore plus importante à regarder. Et donc, il faut vraiment faire le mix des deux pour pouvoir se faire un jugement. Alors, là aussi, où vous dites, et je réagis hein, par rapport aux propos, hein, Oui. vous dites, on est gentil avec les grandes entreprises. En fait, vous savez, avec notamment les réglementations qui sont en train d'arriver ici, il y a une explosion comment dire, d'action à la fois du côté de l'activisme, mais aussi du côté des normes et des audits de ces normes et de ces résultats. Et il faut savoir qu'une entreprise comme la nôtre, qui se dit quand même effectivement engagée, elle traite les chiffres, les données extra-financières, qu'elles s'adressent à son climat, à l'impact sur la nature ou au social, avec la même rigueur que les données financières. C'est-à-dire que quand on produit des chiffres, ces chiffres sont audités, avec le même niveau d'exigence. Donc c'est peut-être quelque chose que tout le monde ne sait pas, mais je vous engage à aller plonger dans les rapports annuels pour regarder ce qu'il en est. Les chiffres sont vérifiés et audités. Je ferme cette parenthèse. Alors, je dirais, bon, qu'est-ce qu'on peut dire de la démarche entrepreneuriale par rapport à cette situation qui est effectivement politiquement très instable? Ben, je dirais que nous, on regarde surtout nos parties prenantes. En fait, la démarche d'une entreprise, elle commence par ses clients.
Et qu'est-ce que nous disent nos clients? Ils nous disent ben, qu'il y a une attente de décarbonation, que les produits aient moins de contenu en carbone. Et ça nous force à travailler les sujets de décarbonation. Pas seulement sur notre périmètre, mais aussi sur l'amont, c'est-à-dire la façon dont on approvisionne nos produits. Elles nous disent aussi, ben, il n'y a pas de premium, c'est-à-dire qu'il est extrêmement rare sur les prix, je dirais, il est extrêmement rare d'être capable de vendre en fait un surcroît de prix par rapport à un claim, une démonstration de plus de sustainability ou de moins de carbone. On est dans le cadre de l'offre et de la concurrence. C'est-à-dire que on n'oblige pas un client à acheter, il faut avoir une offre qui est meilleure. Mais il n'y a pas de premium. Donc, où investir? Eh bien, il faut investir là où il y a des tendances effectivement lourdes. Et ce que l'on constate, c'est un certain nombre de tendances. La première, c'est la décarbonation, je l'ai mentionné. Et la deuxième, qui est corollaire un peu de la première, c'est vraiment une évolution vers des solutions fondées sur la nature, plutôt que sur du synthétique ou des matières à base fossile. Donc il y a une réelle demande en train d'évoluer. Et je dirais le troisième élément, et il y en a d'autres, mais juste pour le mentionner, il y a un intérêt aussi sur la question sociale. Et quand je dis la question sociale, c'est celle des droits fondamentaux, de la façon dont on achète aujourd'hui, quels sont nos critères d'achat, quelle est notre surveillance sur les critères d'achat, et aussi la question sur la diversité. Alors, vous le savez, Patrick, nous, en interne, chez, Oui, chez Solvay, ce que l'on a mis en place, parmi tout un tas d'autres sujets, c'est on a apporté une réponse qui est une réponse un peu générique de décroissance de l'impact, de concilier croissance économique et décroissance de l'impact que l'on a. C'est-à-dire, c'est ça se complexe. traduit concrètement en matière de climat par, on veut faire de la croissance économique, mais en faisant une décroissance des émissions de gaz à effet de serre. Sur la question des ressources, on veut faire une croissance économique, mais en réduisant les consommations de ressources, ou en tout cas de ressources non régénérables. Ça s'appelle l'économie circulaire. Euh, etc. Donc en fait, cette question de la déconnexion Mm. entre le modèle de croissance économique, et là je suis d'accord avec ce que Antoine avait dit, on peut concilier les deux, mais ça demande d'avoir une stratégie différente. Et l'outil qu'on a mis en place, vous le connaissez, Patrick, très Oui, bien, ce qui s'appelle SPM. Sustainable Portfolio Management, notre outil de management de notre portefeuille produit, est un outil qui est basé sur les analyses de cycle de vie et qui combine justement ces éléments de regard sur à la fois les marchés, ce que demandent les marchés, et l'empreinte environnementale depuis, c'est ce qu'on appelle cradle to gate, hein, c'est-à-dire ça intègre aussi la partie des fournisseurs. Ah, Donc, l'autre réponse, au-delà de cet outil méthodologique, et qu'on utilise réellement pour prendre des décisions d'investissement, d'innovation et voire même de M&A, d'acquisition, c'est une autre réponse qui est celle de l'innovation. C'est-à-dire mm. qu'on investit dans l'innovation. Et l'innovation, c'est quoi? Ce sont des plateformes. Alors, on investit beaucoup dans notre secteur à nous sur les batteries et les nouvelles batteries de nouvelle génération, batteries électriques, hein, et qui vont effectivement transformer l'usage hein, par leur autonomie et leur vitesse de recharge, etc. On investit sur l'hydrogène. Et vous avez peut-être vu, on parlait tout à l'heure un petit peu des contraintes sur je dirais, de la partie un peu contrainte de l'écologie, mais nous, on a besoin de faire rêver nos employés aussi. Et en fait, on a besoin d'un purpose, d'un objet, mais on a aussi besoin de symboles et on vient de lancer, vous avez peut-être vu, ce nouvel avion à hydrogène avec Bertrand Piccard, Bien, dont oui. l'objectif en 2028 est de faire le tour du monde sans escale, avec uniquement de l'hydrogène comme combustible. Mm, mm, Et, mm. et on va développer des technologies, on va alléger les matériaux, on va développer Euh, des contenants et hydrogène passe- pour tenir à moins de 250 degrés. Et je vais m'arrêter, Patrick. Mais ce que je vais vous dire, c'est que on peut concilier, c'est peut-être, en tout cas, dans une gouvernance très structurée, qui écoute ses parties prenantes, c'est-à-dire aussi les investisseurs, nos propres employés, les clients, croissance économique et réduction de notre impact. Euh, il faut qu'on le fasse de façon plus simple aujourd'hui parce que c'est vrai que la CSRD, les reporting, je comprends moi les ETI qui s'inquiètent et les petites entreprises parce qu'il faut l'approcher sous un angle beaucoup plus, je dirais, création de valeur et un peu moins administratif. Mais
il y a des solutions et on s'emploie à essayer d'en témoigner de quelques-unes. Je m'arrête là, Patrick. On va poursuivre à travers les questions et je vais passer la main à Arnaud Herman qui va distribuer à vous-même, Pascal, à Antoine, les questions. Simplement, en introduction de ce questionnement, le problème que posent vos deux exposés, c'est est-ce que les entreprises versus la crise de la société, crise politique, est-ce que les entreprises quand même en font assez alors que parallèlement à des efforts qui existent, que vous avez rappelés, elles créent quand même beaucoup de valeurs économiques et financières dont la redistribution va plutôt au rachat d'actions, donc à l'actionnaire, qu'aujourd'hui, qu'à des transformations qui sont substantielles. Donc, y a-t-il en intensité et en vitesse un effort suffisant de la part du business? Ça, c'est une interrogation à laquelle on doit répondre dans la communauté économique parce que sinon, il y a des rentes qui s'installent et autres. Alors, Antoine va répondre à ça, va réagir, mais Arnaud, je te laisse prendre le lead pour que nos participants puissent aussi intervenir. D'accord. Mais peut-être, tu as posé une question, donc je vais peut-être laisser Antoine ou Pascal y répondre, et puis après, je pourrais dérouler Oui, un jeu de questions, sachant qu'il y a eu énormément de réactions, donc j'ai essayé de les organiser, mais Antoine, si vous d'accord. voulez peut-être commencer. Oui, Antoine. une réaction peut-être un peu provocatrice, mais je trouve que poser la question de ce que les entreprises font pour l'environnement est un peu absurde. What do you mean? Qu'est-ce que tu veux dire? Mon propos est provocateur. Pourquoi? Parce que c'est pas leur rôle. Ah non, Une entreprise, non. c'est fait pour quoi? Dans le monde qui est le nôtre, dans le monde capitaliste, c'est pour avoir une activité économique plutôt rentable. Donc une entreprise, moi c'est ce que j'ai appris à l'école. Hein. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait Sciences Po. Tu as Voilà. 30 ans de retard, Antoine. Tu as 30 ans de retard dans la conception de ce qu'est l'économie, qui n'est pas que produire des biens et des services par construction. Elle doit gérer son impact à la société. C'est Oui. consubstantiel. C'est consubstantiel. Et donc, elle doit le faire d'une manière qui va permettre de dépasser aussi simplement la production de biens et services dans un intérêt actionnarial. Parce que ça, c'est la vision de 1804 du Code civil. Hein, on a dit on doit prendre en compte. Non, là, je peux Alors, pas te suivre. Je peux pas te suivre là-dessus. alors, Patrick, C'est tout l'enjeu de la responsabilité depuis oui, 30 ans. ce que tu dis est très beau, C'est très vrai. mais très vrai certainement sur le plan des principes. Mais Mais visiblement, le monde est resté au point où j'en suis. Je parle de l'activité économique mondiale, de très grandes multinationales. Nous avons parlé il n'y a pas longtemps, on s'est vu avec Patrick, par exemple, de l'interview donnée par Patrick Pouyanné au Financial Times. Il a peut-être lui aussi 30 ans de retard, mais il a la tête de Total, contrairement à moi. Et on donc, n'est il parle, lui, de la profitabilité de son activité, de la pas une fin en rationalité. soi, qui n'est pas une fin en soi. Et le profit n'est plus une fin en soi dans nos sociétés Bon, modernes. Il est un moyen au service de la société politique. mais ce que je voulais dire, moi, c'est que attendre que spontanément, malgré cette vertu intrinsèquement incorporée à la raison sociale de l'entreprise que tu développes, attendre spontanément que les entreprises fassent le maximum, c'est pas possible, surtout compte tenu du temps dont nous disposons. Il y a certaines entreprises, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'exposé de Pascal qui a commencé par présenter le panel des différences. Il y a certaines entreprises dont l'intérêt social est pour le coup économique et de faire un maximum de transition, puisque Veolia et d'autres, c'est leur business. Il y en a d'autres pour qui la transition environnementale est un acte de mort, qui doivent tout changer ou bien ne plus exister. Donc, ce panel, et puis il y a un panel de différences de vertus. Patagonia, on a un exemple de vertu, mais pour faire la transition, on ne peut pas compter sur la vertu. Ce que je veux dire, c'est que l'échelon de l'entreprise est intrinsèquement verrouillé et qui doit être aidé, accompagné, forcé par le politique. Oui, mais là, Antoine, c'est là où tu es. Si tu m'autorises dans le jeu ancien,
c'est que on ne peut pas avoir cette dissociation. Ce débat est très important parce que Jean Co et d'autres le posent de manière beaucoup plus brutale et argumentée, mais résumons-le, il est très simple. On ne peut pas rester dans la vision binaire. Il y a d'un côté l'économie, d'un côté le politique. Le politique fixe les conditions hein, d'exercice de l'activité économique et l'économique s'ajuste. Pardon de me citer, mais enfin c'est le bouquin que j'ai fait récemment sur la géopolitique, c'est que justement le rapport de force est tel aujourd'hui que vous, et Pascal va intervenir là-dessus, dire si j'ai tort ou raison, mais que les entreprises, en fait, elles ont une telle capacité d'influence et une telle capacité aujourd'hui à se développer qu'elles ne sont pas que suiveurs du politique, lequel est en retard, lequel ne veut pas, etc. Et donc, si elles ne se préoccupent pas elles-mêmes de leur contexte sociopolitique, ce contexte va éclater et va s'autodétruire. Et donc, dans ton schéma binaire, c'est ce qui se passe mal avec le monde agricole. On dit au monde agricole, tu fais ça et autres. Eh bien non. Dans le schéma aujourd'hui libéral, on dit aux entreprises, vous faites ce que vous voulez, vous aménagez, puis on verra bien si ça suffit ou ça suffit pas. Non. Il faut arriver à inventer cette démocratie du dialogue et du partage et de l'accord qui va faire que au carrefour des possibilités et des nécessités, on va pouvoir transformer un modèle avec un partage de la valeur qui soit juste, donc de la justice et de la protection de la ressource naturelle. Donc là, non, on peut pas en rester à cette dissociation des vocations des acteurs politiques distincts des économistes. Chacun doit prendre son rôle et travailler ensemble. Alors Pascal, arbitrez-nous là-dessus. Oh, non, je ne vais pas arbitrer, mais peut-être apporter quelques éléments. En fait, le débat que vous posez, c'est exactement le débat qui existe aujourd'hui entre l'IFRS et la CSRD. Voilà. Le C'est le débat de la débat double matérialité. entre la simple matérialité et la double matérialité. C'est un Voilà, débat très culturel et très très profond. Et tout le monde n'a pas le même avis là-dessus bien aujourd'hui, sûr. hein. Donc, ce que je peux témoigner, c'est que il y a un autre rapport qui est très intéressant. Je vous invite à le consulter. C'est le baromètre régulier d'Edelman sur la confiance. Vous connaissez Oui, certainement. oui, 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 Et oui. là-dedans, on voit que effectivement, on demande de plus en plus aux CEO d'entreprises de s'exprimer, de prendre leur part, et aux entreprises de prendre leur part, aussi parce que ils sont de plus en plus crédibles par rapport à d'autres, je dirais, quand on compare par rapport à d'autres corps, je dirais, politiques ou sociaux. Donc c'est intéressant comme phénomène, je dirais. On peut témoigner de l'intérieur, et la CS3D, il y a un gros débat là-dessus, c'est que le rôle des conseils d'administration est en train d'évoluer. Et Voilà. qu'en fait, dans la CS3D, on n'est plus dans le reporting, qui est Non. un acte, je dirais, voilà, on donne des chiffres, on reporte sur notre vérité. Mais là, on parle de responsabilité. Et donc, il y a beaucoup de questions aujourd'hui dans les conseils d'administration les plus avancés sur ce sujet-là, disant, mais jusqu'où va notre responsabilité? Et ça part de là. Parce qu'en fait, le conseil d'administration, c'est quand même lui qui définit la stratégie ou qui valide la stratégie. Je dirais qu'en plus des clients que j'ai mentionnés aussi, il y a aussi nos propres employés et les jeunes qu'on veut recruter. Aujourd'hui, devient impossible de recruter un jeune de talent si on n'a pas une véritable démarche de développement durable dans une entreprise. Donc, il y a aussi un intérêt objectif, au-delà des clients je dirais d'attirer les meilleurs talents. Et enfin, pour finir, évidemment, enfin moi, c'est mon observation, hein, malgré tout une augmentation non linéaire, c'est-à-dire une augmentation réelle du nombre d'interactions avec des investisseurs potentiels qui questionnent sur les plans climat, qui questionnent un peu moins sur les plans nature et encore moins sur les questions d'équité sociale. Je dirais qu'il y a une graduation, Oui, il y a réellement une gradation. Je pense que le climat est beaucoup plus mature. Une entreprise comme Syensqo, avec une cible de neutralité carbone à 2040, oui, je pense qu'on fait ce qu'il faut. Est-ce qu'on fait assez? Je pense que sur la question du climat, oui. Mais sur la question absolument centrale de la perte de biodiversité et du respect des ressources, on manque probablement encore de standards, on manque de capacité d'action parce que c'est un sujet plus compliqué. Et sur le sujet majeur de l'équité, et Antoine l'a très très bien mentionné, et vous l'avez aussi mentionné Patrick, la question de l'équité est vraiment au cœur de tout ça. Si on bâtisse tout ça en oubliant le l'humain, social.
On va absolument nulle part et on rencontre justement ces blocages donc dans le dialogue et c'est des questions que l'on doit avoir aussi avec nos fournisseurs et ce sont des critères maintenant aussi d'achat de plus en plus dans l'entreprise. Bon, est-ce qu'on fait Antoine, assez? On fera jamais assez. Mais Arnaud, je laisse Oui, Arnaud alors, recentre je les vais essayer questions. d'organiser ces questions. Merci pour ce premier débat qui soulève aussi, enfin, qui répond à certaines questions. Alors, j'ai essayé d'organiser les très, très nombreuses questions autour de trois paquets et je les adresserai à la fois à Antoine et Pascal. À mon avis, ce sera Oui, le plus utile. Le premier groupe de questions, alors celui-ci sera peut-être plus pour Antoine. Les deux suivants seront justement sur ce que vous venez d'évoquer, Pascal, les enjeux d'équité et d'acceptabilité. Et le dernier paquet de questions sera sur cette transformation du capitalisme que Antoine a évoqué et sur ses conditions de mise en œuvre. Mais les premières questions que je peux monter, c'est par rapport à la description que vous avez faite, Antoine, au début sur la cible du système politique vers lequel on devrait pouvoir aller pour engager cette transformation écologique. Vous avez évoqué des contre-exemples de dictatures vertes qui sont, selon vous, inefficaces. Mais est-ce que vous auriez des exemples de démocraties qui sont sur un bon chemin d'engager cette transformation écologique et cette démocratie participative? Alors, donc, là, c'est une question pour moi. oui, Oui. oui, D'accord. Alors, d'abord, je suis un petit peu handicapé techniquement parce que j'ai plus qu'un tout petit filet de son depuis un moment et donc j'ai très on peu entend. entendu ce Ah, que nous a dit Pascal. bon, mais on t'entend bien, Antoine, vas-y. Alors, très concrètement, il n'y a aucun pays dans le monde qui aujourd'hui est 100% sur la bonne trajectoire. Euh, mais les pays les plus développés et les plus démocratiques sont aussi globalement les plus vertueux. Donc, Exemple. là, le message que j'essaie de faire passer, c'est que je pense que, peut-être paradoxalement, la crise environnementale pourrait être considérée comme là où une chance pour la démocratie. C'est-à-dire cette espèce de signe noir qui conduirait à un rebond démocratique, alors qu'on ne l'attendait pas. À voir, il faudra le bâtir, il faudra le construire et pas céder aux sirènes, au vent mauvais, comme on dit. Ça suppose qu'on surmonte nos propres démons. Et Génial. je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. En tout cas, ce que j'ai en tête quand je parle de démocratie directe dans l'optique Mm. écologique, c'est d'avoir, par exemple, une convention citoyenne plus large et permanente qui fasse des propositions susceptibles ensuite, non pas d'être soumis au laminoir parlementaire, mais directement votées par les citoyens dans le cadre de référendums à choix multiples. Pour appliquer dans leur zone. En tout cas, il y a un besoin d'invention. Euh, Pascal, et peut-être oui, sur la suite du questionnement, sur la Oui, bah, transformation du capitalisme. bon, alors je vais peut-être prendre un autre bloc de questions, alors qui était en gros qui était précisément sur l'enjeu d'acceptabilité Ouais. vis-à-vis de mesures politiques et sociales, voire économiques, difficiles à accepter. Et qui reflète cette préoccupation qui devrait être permanente d'équité. On le voit aujourd'hui, il y a quand même pas mal de vents contraires et de défense d'intérêts personnels qui interviennent, que ce soit les populations riches qui sont globalement opposées et qui sont influentes, opposées à la taxation des profits, des super profits des entreprises. On l'a vu, un vent assez hostile sur les nouvelles réglementations CS3D, CSRD. On peut aussi évoquer au niveau politique, des positions très clivantes qui sont portées par Zemmour ou Rousseau et qui surfent sur ce vent Oui. enfin, démagogique. Donc d'après vous, quelles seraient les conditions à réunir pour pacifier le dialogue démocratique et défendre non pas l'intérêt de quelques-uns, mais l'intérêt de tous? Et j'ajouterai une dernière question, peut-être aussi pour Pascal, c'est quid de la démocratie en entreprise et comment faire en sorte que les collaborateurs puissent avoir tout autant une influence dans la conduite des orientations stratégiques d'entreprise, au même titre que les citoyens pourraient l'avoir dans la conduite des mesures démocratiques de leur société, de leur pays. Alors, tout ça en 5 minutes. Tout ça en 5 minutes. Ouais, écoutez,
bon, je ne vais faire, et encore une fois avec un peu d'humilité, que le témoignage de ce que je connais, c'est-à-dire plutôt le fonctionnement de l'entreprise que le fonctionnement de la société dans son ensemble. Mais une entreprise, c'est un champ de contraintes, c'est pas une démocratie, bien sûr, et il existe quelque chose qui s'appelle le dialogue social. Et en fait, la façon dont on structure le dialogue social est extrêmement important pour justement arriver à construire les transformations. Les entreprises aujourd'hui doivent s'adapter à des crises multiples et répétées. En fait, le nouveau modèle, la nouvelle normalité, c'est une succession de crises, c'est une succession d'adaptations. On n'a pas de marché figé ou de conditions figées. Donc, la façon dont on aborde le dialogue social, je dirais, dans un groupe comme le nôtre, déjà est à plusieurs étages. Donc, on respecte à la fois les entités, je dirais, locales et nationales, mais aussi supranationales, c'est-à-dire au niveau des régions, l'Europe, et au niveau mondial, où on a des représentants. Donc, en fait, il y a des discussions à tous les niveaux. Les sujets de développement durable sont discutés régulièrement dans ces cénacles. Des avis sont pris et je peux vous dire, pour en avoir fait un certain nombre moi-même, que l'intérêt est vraiment très présent et les questions tout à fait pertinentes. Donc en fait, au travers de ce dialogue-là, enfin, et je pense que au-delà de ce dialogue, ça permet d'orienter aussi, c'est un canal d'écoute, c'est un canal de communication. Ce que je pense fondamentalement, c'est qu'il y a une carence de compréhension et surtout d'aide à la compréhension des choses dans lesquelles on est en train d'évoluer. Je veux dire, quand on dit que, par exemple, le climat, c'est mesuré, on a du CO2, mais on voit devant nous une extinction de masse, et tout le monde le sait, sauf que comment traduire ça au quotidien de l'action de chacun des opérateurs, c'est tout le monde est un peu démuni et il faut structurer tout ça si on veut réellement arriver à avoir une action d'ensemble. Je dirais, ce ne sont pas des problématiques simples. Alors, la clé, pour moi, il y a un mot-clé dans tout ça, hein, c'est la confiance et elle n'est pas partout. Aujourd'hui, on n'a pas confiance. Voilà. Donc, la condition de création de la confiance, c'est une certaine transparence. Et Oui, de ce point de vue-là, la CSRD a un rôle, à mon avis, absolument. essentiel, qui est de mettre sur la table beaucoup de choses. Alors, peut-être trop. Il faut prioriser, il faut créer de la matérialité pour rester efficace, mais sans création de cette question de confiance, que ce soit dans une entreprise ou en dehors, de toute façon, je dirais, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, je m'arrête là, mais on pourrait Non, parler mais c'est des bien. Je pense que vous résumez parfaitement, Pascal, un peu à la fois la donne économique et politique. Mais il faut aller chercher cette confiance en étant digne de cette confiance à travers la qualité de la transparence donnée. Et c'est pas gagné encore. Et puis en concédant aussi, soit par des renoncements. Vous citiez votre démarche SPM, des renoncements. Il y a des choses qu'on fera pas. Il y a des choses qu'on fera fondamentalement différemment. Et on va être partenaire, acteur dans la société, même si Antoine pense que c'est pas encore la vocation de l'entreprise. Moi, je pense que elle est un acteur en société tout à fait capable de contribuer à des évolutions démocratiques et autres. Mesdames, Messieurs, donc comme il est, je vois l'heure et on s'engage toujours à terminer vers 12h15. Arnaud, si tu en es d'accord, arrêter là, mais on reprendra derrière ces débats, on aura. Merci. Vous voyez que notre actualité est riche, qu'elle nous pousse dans nos retranchements, qu'elle ne nous oblige pas à être pessimistes et défaitistes. Au contraire, elle nous invite à agir. Et j'ai bien aimé ton message, Antoine, sur le fait que c'était un facteur de régénération de la démocratie, cette crise écologique et cette crise de la transformation des modèles. C'est un défi aussi pour la démocratie. Et je pense que les entreprises peuvent être au rendez-vous de la solution, pas simplement par l'innovation, mais par la démarche en société, à condition évidemment de faire des efforts. Et Pascal, merci d'avoir montré la capacité, la volonté de votre groupe de s'y prêter, d'aller en ce sens. Merci à tous d'avoir participé. Arnaud, j'espère qu'on frustre pas trop. On va voir comment on peut Je le crains que si, mais ce sera l'objet d'une frustre prochaine pas trop discussion. nos participants.
Mais je pense que là, le temps est là et nous nous reverrons donc bientôt, donc en mars, pour poursuivre ceci. Donc le 22, voilà, le 22, nous continuons notre travail. Ça va faire maintenant une période qui, ça marche bien et nous réfléchissons à la façon d'améliorer encore et peut-être à donner plus de temps à vos questions-réponses. Mais si vous avez envoyé, n'hésitez pas à envoyer à Ecolert si vous avez des suggestions et des attentes. Surtout, faites-nous en part. Et merci de votre écoute et merci à nos intervenants de leur approfondissement et de leur sincérité précieuse. Merci.